Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Les éditions Max Milo présentent. Qui sont les Russes? Dalla Sergeva. Une étude exceptionnelle. L'auteur du livre a eu l'audace d'aborder le chaos russe, armé de son désir de prouver que le pays n'est, en aucune façon, une maison de fous, mais simplement un espace immense, difficilement accessible à l'étranger, qui ne connaît pas les traditions, l'histoire et la mentalité des Russes. Lyubova Klobukova, Izvestia. Le livre Dalla Sergeva est très actuel. L'auteur aime la Russie, se fait du souci pour son peuple, est fier de son histoire, de sa culture et de sa science. Vladimir Nogovski, La pensée russe. Un étranger doit-il accepter une invitation au bain russe? Combien de verres de vodka faut-il boire d'un trait avant d'essayer de refuser? Pourquoi les Russes endurent-ils la vie en ne reculant pas devant de grands sacrifices? De quoi est fait le bonheur à la Russe? Et surtout, qu'est-ce qui est nouveau dans la Russie du XXIe siècle? Depuis 15 ans, la mystérieuse âme slave a été soumise à des métamorphoses sans précédent. Il était temps de dresser un inventaire exhaustif du nouveau mode de vie et de la psychologie des Russes. Dalla Sergeva a été professeur à l'université de Moscou et a enseigné la civilisation de son pays en Pologne, au Vietnam, en Autriche, en Finlande et à Paris. Elle nous décrit avec précision et humour un peuple passionné et passionnant, qui n'est ni vraiment européen, ni vraiment oriental. Certains documents annexes à l'ouvrage, tels que des tableaux, ont été retirés du format audiobook et peuvent être retrouvés dans le format broché et EPUB. Introduction. On constate ces dernières années un intérêt grandissant pour la Russie et ses habitants, de la part des étrangers s'interrogeant sur l'énigmatique âme russe, et sur les Russes eux-mêmes. En Occident, les Russes sont perçus comme des êtres aussi incompréhensibles et imprévisibles que leur âme slave. Avec l'ouverture des frontières, de nombreux Russes se sont installés à l'étranger, et aussi étrange que cela puisse paraître, cela les a amenés à réfléchir sur eux-mêmes. De plus en plus souvent, ils s'interrogent « Pourquoi sommes-nous différents des autres ?» Cette question revient à l'occasion de plaisanteries et propos de table entre amis. Elle est même abordée lors des débats télévisés de grande écoute. Toutefois, ni les brochures, ni les tables rondes ou débats télévisés sur ce thème n'apportent de réponses satisfaisantes. Elles ne font qu'embrouiller le lecteur, le spectateur, en renforçant sa conviction que le caractère du Russe reste insaisissable. Dans le feu des discussions sont proférées et écrites quantité de choses injustes et tout simplement des bêtises sur les Russes, leur mode de vie et leur mentalité. Au demeurant, la question n'est pas simple. Si l'on sort de leur contexte certains traits de caractère du Russe ou certains aspects de son mode de vie, pour les comparer aux modèles occidentaux, on ne peut que s'interroger. Voilà déjà longtemps que les Russes se demandent avec inquiétude. Comment se fait-il que, malgré notre territoire immense et ses ressources naturelles, nous soyons plus pauvres que les habitants des pays qui se disent civilisés? Les dirigeants stupides et adulés ne sont tout de même pas les seuls responsables de cette situation? Et pourquoi le développement économique de la Russie est-il si saccadé? Un bond en avant suivi de périodes d'inertie, et c'est l'effondrement. Est-ce le résultat d'une gestion absurde, d'un manque de volonté, ou le rythme normal du développement? Ou bien, est-ce lié à notre tradition des pauses cigarettes pendant le travail, à notre oblomovchina, abolie à la Oblomov? Est-ce autre chose encore? De façon plus générale, la Russie est-elle orientale ou occidentale? Ce qui compte n'est pas tant la situation géographique du pays, que la mentalité des Russes. Comment distinguer ce qui est plus occidental de ce qui est plus oriental chez eux? À quel type ethnique rattacher cette mentalité? Pour tout Russe, l'Orient est une civilisation raffinée, mais qu'en avons-nous pris? Nous nous critiquons souvent parce que la subtilité et la capacité d'adaptation des Orientaux nous font défaut. Peut-on trouver la clé du caractère russe? Et si elle existe, ces traits n'ont-ils pas changé sous l'influence des derniers revirements historiques en Russie? Est-il justifié de traiter le Russe de Sovcom,
Soviétique au sens péjoratif? Pourquoi les Russes aspirent-ils tant à l'art de vivre des autres pays, et ne cachent-ils pas leur admiration pour la civilisation occidentale? Ils rêvent de faire des affaires avec une firme étrangère, et sont très nombreux à épouser des étrangers. Et c'est avec joie qu'ils quittent le pays natal, là des vicissitudes qu'ils y rencontrent. Ils ont déjà peuplé une grande partie du monde. Mais, en même temps, ils ont bien souvent du mal à s'enraciner dans le pays d'adoption et à éviter la nostalgie du pays natal. On dit aussi que les Russes sont fortement imprégnés de l'esprit collectiviste. D'où vient alors qu'ils s'entraident si peu à l'étranger et ne forment pas de communauté, comme le font les autres expatriés dans le monde entier? En fin de compte, sont-ils collectivistes ou individualistes, patriotes ou apatrides? Et d'où leur viennent ces habitudes étranges et typiquement russes, dans leur comportement quotidien qui choquent les étrangers? Ils sont par exemple enclins à la tosca, sorte de spleen russe, et ont des visages renfrognés, rarement illuminés d'un sourire, alors que plus que quiconque, ils aiment faire la fête en compagnie d'amis et des inévitables boissons alcoolisées. Ils sont alors d'une gaieté exubérante dans des endroits où il ne viendrait pas à l'idée des étrangers de se détendre. Parmi ces singulières habitudes russes, on ne peut que déplorer celle d'arriver en retard au rendez-vous, y compris ceux d'affaires, de ne pas respecter les délais d'un travail et ses obligations, d'oublier de rembourser les emprunts. Mais faut-il pour autant renoncer à tout partenariat d'affaires avec eux? Voilà quelques-unes des questions que se pose tout Russe en regardant autour de lui pour se comparer aux autres. Son approche n'est pas très objective. Il arrive que des étrangers contaminés par de l'autocentrisme culturel n'apprécient que leur propre culture et trouvent les autres barbares ou immatures. Ils ignorent les réalités profondes de la vie des Russes et ne peuvent comprendre leur comportement bizarre et inconséquent. D'où le mythe du caractère énigmatique et ambigu des Russes, voire leur hypocrisie et leur fausseté, ce que répètent les autres par ignorance, crédulité ou méchanceté. Chaque peuple est unique et possède sa part de mystère. Chaque pays a suivi une voie différente des autres. En somme, il ne s'agit pas tant de comparer que de connaître. Nous ne parlerons donc pas tant de l'âme énigmatique que de ce qui fait l'originalité du caractère russe. Le modèle des rapides montagnes russes, avec ses montées, ses descentes et ses détours inattendus, le décrit parfaitement. On peut découvrir dans le tempérament russe des traits et des qualités que l'on retrouve chez les autres peuples du monde. Mais chez les Russes, ces qualités peuvent s'agencer d'une autre façon pour des raisons historiques, culturelles et climatiques. Nous tâcherons d'analyser les particularités des Russes dans le contexte général du pays, sans nous arrêter à un aspect en particulier. Notre objectif est de décrire certaines de leurs particularités et démontrer que le caractère énigmatique de l'âme russe est un mythe qui ne correspond pas aux stéréotypes. Nous essayerons de le dissiper dans cet ouvrage. Ce livre vise à présenter les Russes par étapes successives. La première partie répertorie les valeurs communes aux Russes et aux autres peuples pour faciliter la compréhension réciproque. Dans la deuxième partie, chapitres 1 et 2, on aborde les particularités ethno-culturelles des Russes, formées depuis les temps les plus anciens en Russie et restées presque inchangées depuis. Il s'agit de leur mode de vie, des règles de leur comportement en société, etc. Puis sont évoqués, chapitre 3, leur conception de la vie, en particulier leur fameux collectivisme, leur sens de la justice, leur rapport à la liberté, à la propriété et à la morale, leur tendance à l'alcoolisme, et d'autres aspects curieux, bref, tout ce qui les rend si différents des autres peuples. La mentalité des Russes après la perestroïka fera l'objet de la troisième partie. La dernière partie, quant à elle, traite de ce qu'il est utile pour les hommes d'affaires de savoir lorsqu'ils souhaitent travailler avec des Russes. L'ouvrage s'adresse à un large public. Il aidera les partenaires étrangers à éviter de nombreuses erreurs lors de leur collaboration avec des Russes, à trouver des réponses à leurs questions concernant ce qui leur paraît contestable dans le caractère russe et le peuple russe en général. De précieux conseils sont donnés à la fin du livre. Quant aux Russes, il leur sera intéressant de se voir de l'extérieur,
de réfléchir à ce qui les rapproche et les différencie des autres peuples, et de comprendre pourquoi Pouchkine, chapitre 3, il y a encore 2 siècles, affirmait « Nous n'avons pas changé, et le monde entier nous est étranger ». D'où cela vient-il? Et se peut-il que rien n'ait changé depuis? Première partie, les valeurs humaines. Qu'est-ce qui nous unit? Paragraphe 1. Les premiers repères, l'aspect extérieur, la langue. On peut supposer que le Français qui s'apprête à aller travailler en Afrique, en Asie du Sud-Est ou en Amérique latine, s'adaptera plus facilement dans ces pays, car il sait d'avance qu'il aura affaire à des personnes totalement différentes de lui, soit par la couleur de leur peau, soit par la forme de leurs yeux ou leur accoutrement exotique. Le fait d'être prêt à trouver des différences extérieures évidentes amène l'individu à être plus tolérant envers celles-ci, adoucit le choc culturel. De toute façon, ils sont différents de nous. Aussi ne faut-il s'étonner de rien. Lorsque les Occidentaux se rendent en Afrique, tout est fait pour leur rappeler qu'ils sont en Afrique et ils ne s'attendent à rien d'autre, que ce soit au restaurant, dans la manière de mener les négociations ou dans le style propre aux affaires locales. Mais dans les relations entre Russes et Européens, c'est justement leur ressemblance extérieure qui déconcerte. Il s'agit bien de la même race blanche de type européen et se vêtant à l'européenne. De plus, les Russes parlent couramment l'anglais, plus rarement le français ou l'allemand. À l'époque de l'URSS, les choses étaient plus simples. On pouvait facilement différencier le russe de l'étranger. Les Russes étaient généralement mal vêtus, de façon démodée ou carrément sans goût. Et le visage des Russes se distinguait de la foule européenne, par leur expression trop tendue ou exprimant à l'évidence leurs sentiments. Et si, autrefois, ils ne passaient pas inaperçus dans les rues des villes européennes en raison de leur habillement ridicule, aujourd'hui, c'est plutôt le contraire. Ils ont souvent une apparence soignée, portent des vêtements de prix, aux couleurs plus vives que, mettons, le Parisien moyen. Pour les Européens, il est encore surprenant de voir de jolies femmes russes, à l'allure soignée et aux toilettes coûteuses. Du reste, ce ne sont pas seulement les femmes des nouveaux Russes, nouveaux riches, qui s'efforcent d'être attrayantes, mais aussi des personnes qui, selon les standards européens, sont loin d'être fortunées. Cette conduite chez les femmes russes est une tradition qui remonte aux temps les plus anciens. Il est probable que le Français se rendant pour la première fois à Moscou découvre une ville riche, ayant certes son cachet propre, mais tout à fait européenne. Les habitants y ont un physique européen, et il se détend, pensant que tout ici est exactement comme chez lui. Cependant, ce n'est pas toujours le cas, dans la mesure où les Russes sont une autre nation, avec des qualités et une mentalité bien à eux. Il ne faut pas oublier le vieil adage « l'habit ne fait pas le moine ». Ce n'est pas sans raison que les Russes disent « on se rencontre selon l'habit, mais c'est l'esprit qui fait le reste ». La langue est aussi un point de repère important lorsque vous fréquentez des Russes. Les particularités de la culture, de la psychologie et de la mentalité du pays se reflètent dans la langue parlée, dans l'utilisation des mots. C'est eux qui donnent une saveur particulière au monde. D'où les difficultés immenses qui se présentent lors de la traduction de textes d'une langue à l'autre. On sait que les traducteurs professionnels des Nations Unies se heurtent chaque jour à ce type de problème. Certains mots sont souvent difficiles à traduire de façon adéquate dans une autre langue. Il est par exemple très difficile de rendre dans certaines langues européennes ces notions familières à tout Russe. L'espace, la volonté, la liberté, le bien-être, la bravoure, le rire, la cordialité, le sentiment de solitude, le spleen, la nostalgie ainsi que de nombreux autres. Les usages dans les relations déterminent, à leur tour, les comportements gestuels et parlers stéréotypés de chaque nation. Il va de soi que ces usages changent selon le pays. Pour se saluer, les Japonais ne se serrent pas la main mais se courbent, et ils n'ont pas l'habitude de se moucher en public. Les Grecs vous regardent dans les yeux et font un signe de tête quand ils veulent dire non. Les Français embrassent des personnes peu connues, et réciproquement, et nettoient la sauce de leur assiette avec du pain. Les Britanniques mangent les petits pois en retournant leur fourchette et jouent au golf même sous la pluie. Toutes ces manières peuvent nous sembler amusantes,
mais nous pouvons nous les approprier afin de nous y accoutumer. Ou pour nous distraire. Même si au fond de nous-mêmes, ce comportement n'aura aucune incidence. On peut en principe connaître les coutumes d'un peuple, ses préférences et tabous. On peut épouser sa religion, étudier sa philosophie. Mais seule l'étude de la langue permettra de briser les barrières et de percevoir le monde comme l'interlocuteur d'une culture différente. Il est très important pour les hommes d'affaires d'en tenir compte. L'important est que le représentant de chaque culture porte un autre regard sur le monde. Vous avez beau être tolérant et ouvert à l'international, vous n'êtes pas en mesure de sentir et percevoir le monde comme un individu d'une culture différente, car vous ne possédez pas sa langue. Or, le discours de toute personne est fortement déterminé par la construction de sa langue natale. On peut généralement connaître les coutumes d'un peuple, ses préférences et ses tabous. On peut même épouser, étudier sa philosophie. Mais seul l'apprentissage de la langue permet de s'extraire de sa langue natale et de percevoir le monde comme l'interlocuteur d'une autre culture. Il est très important pour les hommes d'affaires d'en tenir compte. En bref, pour réussir à faire des affaires avec les Russes, il est indispensable de connaître le russe. En analysant les valeurs humaines communes aux Russes et aux Européens, on peut citer les points suivants. Le respect de l'intellect, de la science et de l'instruction. L'amour de la patrie, le patriotisme. La fierté de l'histoire de son pays, de sa culture et de ses grands hommes. Le désir naturel d'être heureux. La prédominance des traditions, le conservatisme. Le désir de justice. Le tempérament et la sensibilité. Le sens de l'humour. Le sens artistique, le goût, les dispositions pour la création artistique. La sociabilité, l'amour de la discussion. Comme nous pouvons le constater, de très nombreux points nous rapprochent. Ces mêmes critères ne suffiront toutefois pas à l'individu d'une nationalité différente qui désire réellement jeter un pont entre les deux cultures. Ce n'est que par la maîtrise de certaines connaissances que vous saurez poser les bonnes questions, faire parler votre interlocuteur, vous entretenir avec lui et l'écouter attentivement. Car ces mêmes valeurs ont un sens différent pour les Français et les Russes, et ont leurs particularités. Examinons certaines d'entre elles. En voici une, par exemple, qui est universelle et concerne aussi les hommes d'affaires. Paragraphe 2. Le respect de l'intellect et des hommes intelligents. À l'heure actuelle, dans le monde, on observe un intérêt croissant pour l'intellect en tant que valeur importante et positive. Et cela est normal. Il est bien plus agréable, plus simple et enrichissant d'avoir affaire à une personne intelligente qu'à un imbécile. Comme disent les Russes, en compagnie de quelqu'un d'intelligent tu apprends, avec un imbécile tu t'ennuies. Toutefois, ce n'est que récemment que les savants ont commencé à se demander « Mais qu'est-ce qu'un homme intelligent et qu'est-ce qu'un intellectuel ? Qu'est-ce qui fait qu'un homme devient intelligent ou peut être considéré comme tel ? L'expérience, la faculté d'apprendre, celle de tenir compte des autres, ou la capacité à s'adapter à n'importe quelle situation et trouver la solution aux difficultés ? Et les critères déterminant un homme intelligent concordent-ils d'un pays à l'autre ? Dans la mentalité russe, et même dans la langue russe, on différencie et on délimite les notions de l'intelligence et de l'intellect. Pour les Russes, le mot « intelligence » inclut obligatoirement une notion de morale et d'éthique, cependant que l'intellect correspond au terme européen équivalent, c'est-à-dire comporte en soi un élément de rationalisme. Seule la première notion a une valeur incontestable pour les Russes. Qu'ont les gens à l'esprit dans les différents pays lorsqu'ils parlent d'un homme intelligent? Cette notion varie beaucoup selon les pays. En Afrique du Sud, par exemple, un homme intelligent est celui qui est prêt à travailler pour la famille, respecter les anciens, c'est-à-dire que la notion d'intelligence a une connotation sociale importante, et l'attention, la rapidité d'assimilation et l'observation passent au second plan. Les critères des Américains sont totalement différents pour juger de l'intelligence d'une personne. Sont importants pour eux 1. L'aptitude à résoudre les problèmes de façon pragmatique. La personne raisonne de façon logique,
considère tous les aspects du problème. 2. L'élocution. La personne s'exprime bien et clairement, et généralement loquace. 3. La tolérance en société. La personne sait prendre les autres tels qu'ils sont et s'intéresse à son entourage. Les Japonais ont une toute autre idée de l'intelligence. Chez eux, cette qualité, notamment chez les femmes, inclut le comportement de l'individu en société. Pour être considéré comme quelqu'un d'intelligent, il est indispensable de savoir se mettre au diapason de l'autre, savoir compatir, écouter et être discret. Il est aussi important d'être un bon orateur, d'être sociable et de savoir raconter avec humour. Au dernier plan, nous trouvons des critères tels que savoir ne pas perdre son temps, savoir planifier à l'avance et être original. Ainsi, comme nous le constatons, les critères d'intelligence chez les Japonais n'ont rien à voir avec ceux des Américains. Les travaux des savants finnois traitant de l'intelligence mettent en avant les facteurs suivants. 1. L'habitude de coopérer en société, tenir compte des autres, savoir écouter l'autre, être prêt à aider. 2. L'aptitude à résoudre des problèmes, à comprendre aisément et étudier facilement quelque chose de nouveau. 3. Le dynamisme. 4. Savoir défendre son point de vue, être persévérant, lier facilement connaissance. 5. La prudence, la précision et l'apostrophe. Aptitude à planifier avant d'agir, l'atteinte des objectifs dans la vie et au travail, et ainsi de suite. Comme on le voit, les critères définissant l'intelligence diffèrent beaucoup selon que l'on se trouve en Finlande ou au Japon, et encore plus en Afrique. Chez les Russes, de tout autre facteurs sont pris en compte pour définir une personne intelligente. Pour eux, le facteur social et éthique est le plus important. La discrétion, l'honnêteté, la bienveillance, la bonté, la sincérité et le désir d'aider les autres, 10,5%. Au deuxième plan, on trouve le goût de la réflexion, l'érudition, l'intelligence, une bonne éducation, l'amour de la lecture, un esprit souple et créatif, 9,1%. En troisième lieu vient le fait de savoir s'organiser, c'est-à-dire faire abstraction de ses émotions, être pragmatique, ne pas réitérer ses erreurs, trouver la solution à une situation complexe, la logique et l'aptitude à se concentrer sur le but fixé. En quatrième place viennent les qualités relationnelles de l'individu, l'art de plaire, l'art de bien s'exprimer, le sens de l'humour, la sociabilité, être un bon interlocuteur, 6,8%. Et ce n'est qu'en fin de liste que sont mentionnées des qualités telles que l'expérience, la diversité d'intérêts, la capacité de travail, la sagesse et l'esprit critique, 5%, c'est-à-dire ce qui joue un rôle de premier plan pour, mettons, les anglo-saxons. Si nous faisons une analyse interculturelle générale des mentalités américaines, finnoises, japonaises et russes sur cette question, nous arrivons à un résultat étonnant. Les caractéristiques sociales, le comportement en société, sont ce que tous ces pays ont en commun dans leur définition de l'homme intelligent. Bien entendu, selon les cultures, ces qualités ont plus ou moins d'importance. Dans l'ensemble, les Américains et les Finnois se font une idée très proche de l'homme intelligent. Pour eux, le plus important est la capacité d'apprendre, c'est-à-dire le facteur cognitif. Mais les Japonais et les Russes, quant à eux, mettent au premier plan le facteur social, la capacité de s'adapter au milieu environnant. Peut-être cela est-il dû à la différence de mentalité entre l'Occident et l'Orient, plus précisément, aux traditions rationalistes et individualistes de la société occidentale face aux habitudes collectivistes et aux modes de réflexion non scientifiques, selon les normes européennes, de l'Orient. Ce n'est pas un hasard si les Russes différencient radicalement des notions telles que intelligence et intellect. Pour eux, l'homme intelligent se caractérise par sa spiritualité, sa délicatesse, sa responsabilité sociale, de haute qualité morale. Il n'est pas censé être un intellectuel, avoir un diplôme de l'enseignement supérieur et utiliser son esprit. Et l'on peut être un intellectuel tout en étant dur, grossier et mal élevé, et même sot au sens courant du terme en un mot, sans susciter de respect particulier. Toutefois, les Russes ont jusqu'à aujourd'hui conservé une soif européenne, de culture spirituelle. En Russie, on juge, par tradition, du niveau de culture d'une personne par le nombre de livres lus.
La comparaison dans ce domaine entre Russes et étrangers n'est pas toujours à l'avantage des derniers. Dans vos relations avec les Russes, si vous souhaitez produire une bonne impression sur eux, ayez à l'esprit cette approche des Russes, peut-être pas forcément objective, pour évaluer une personne. Ainsi, de par leur tradition et leur mode de pensée, les Russes sont plus proches de l'Orient que de l'Occident, ce qui ne les empêche pas de développer plutôt les traditions culturelles de l'Europe. Dans la mentalité russe où cohabitent deux principes, oriental et occidental, ce sont toutefois les qualités orientales qui prédominent. Et les qualités morales et éthiques, ainsi que le comportement de l'individu en société, y jouent un rôle prédominant. Alors que dans la perception occidentale de l'homme intelligent, les éléments de rationalisme, de logique et d'éloquence occupent une place prépondérante. Chapitre 3. L'amour de la patrie. L'individu sans patrie est tel le rossignol sans chanson. Proverbe populaire russe. De la vie générale, les Français vivent dans un monde avec la France pour centre. Ils se rassasient de leur histoire et tendent à penser que c'est leur pays qui est à l'origine des modèles de démocratie, de justice, des systèmes étatiques et juridiques, de la philosophie, de la science, de l'art culinaire et de l'art de vivre. Et aux autres pays, de s'en inspirer. C'est pour cette raison que les Français savent, généralement, peu de choses sur les autres peuples, en raison de leur programme scolaire, et se comportent vis-à-vis d'eux avec condescendance. Comparés aux Français, les Russes ne sont pas aussi sûrs d'eux et hautains dans l'amour qu'ils portent à leur pays. La conscience d'avoir réalisé de grandes choses n'est pas à l'origine de leur patriotisme, c'est quelque chose de plus physique, plus émotionnel. Cela se traduit par l'attachement presque physique des Russes au lieu de leur enfance et de leur jeunesse, par leur nostalgie excessive lors d'une séparation avec la patrie, par leur quasi-incapacité à s'enraciner à l'étranger. Le caractère spécifique du patriotisme russe est aussi lié historiquement au culte du pouvoir et de l'État. Dans la culture russe, l'amour de la patrie est indissociablement lié à l'amour de la terre natale, au paysage naturel et contre toute logique, à l'État. La structure de l'État a généralement eu dans l'histoire de la Russie et dans sa culture une signification particulière. Le soldat russe combattait pour sa foi, son tsar et sa patrie. Il va de soi que ces notions étaient indissociables. L'élément orthodoxe et étatique a, du point de vue de l'histoire, occupé une place particulière dans le patriotisme russe. Mais il n'y a pas que cela. Les quelques siècles qui ont opposé la Russie à l'Occident catholique et à l'Orient musulman y sont aussi pour quelque chose. Entouré de toutes parts par des hérétiques, le peuple russe s'est imaginé être un peuple unique, exceptionnel et différent des autres. Ce sentiment a, au cours des ans, donné naissance aux idées messianiques sur la grande prédestination de la Russie dans l'histoire de l'humanité et les a renforcées. Tous ces enchevêtrements firent du patriotisme russe non seulement un phénomène culturel dans lequel entre l'amour du pays, l'attachement à son histoire, sa nature, sa culture, etc., mais ils ont engendré aussi une perception originale du destin de la Russie, de ses relations particulières avec le reste du monde, la conception d'une voie spécifique et, à proprement parler, le sentiment d'une solitude historique. Il y a encore une qualité, hautement appréciée dans le monde et qui nous rend tous semblables, c'est le sens de l'humour. Paragraphe 4. Le sens de l'humour. Le développement des communications internationales amène les hommes d'affaires à se rencontrer de plus en plus souvent et à mieux se connaître les uns les autres. Il est naturel que l'on ait envie, pour nouer des contacts plus étroits, de renoncer à un ton trop sérieux et de créer une atmosphère plus détendue. L'échange de plaisanteries et d'anecdotes aide, dans bien des situations, à briser le mur de silence et de méfiance et à gagner la bienveillance des autres à son égard. On sait que l'humour a du mal à franchir les barrières nationales. Pour quelles raisons ? Premièrement, il est parfaitement évident que la victime des moqueries peut ne pas discerner le côté amusant de vos réflexions humoristiques. Par exemple, les anecdotes françaises sur les Belges seront appréciées pour ce qu'elles valent à Bruxelles. De même,
Nous doutons fort que les Français soient charmés par les anecdotes sur, disons, la légèreté des Parisiens. Deuxièmement, on peut très bien ne pas être en mesure d'apprécier une plaisanterie ou une anecdote étrangère, non pas parce qu'elle est ouvertement dirigée contre son interlocuteur. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.